Nous allons voir maintenant comment la théorie des coûts de transaction va évoluer sous la pression d'un certain nombre d'événements économiques qui vont se passer, notamment avec la crise de la stagflation des années 70. Dans le cadre de cette crise, beaucoup d'économistes ont remarqué que ce sont au contraire les entreprises fortement intégrées verticalement, c'est-à-dire qui constituent de grands groupes économiques et qui sont intégrés aussi bien en amont qu'en aval, qui avaient le plus de difficultés à faire face à la crise. Leurs coûts et leurs charges étaient très importants et il ne faisait pas preuve nécessairement d'une très forte compétitivité ni d'une forte souplesse et agilité face à cette crise. Et c'était plutôt les entreprises qui étaient concentrées sur leur métier de base qui arrivaient à mieux se développer. À cause de cela, la théorie des coûts de transaction a été très fortement critiquée par ces économistes. Et nous devons le lui reconnaître, Williamson lui-même a reconnu qu'il avait très probablement tort à ce sujet-là, en tout cas au sujet de sa réflexion concernant l'intérêt de l'intégration verticale. Cependant, il va revenir au milieu des années 80 dans un ouvrage sur les grandes institutions économiques pour montrer qu'en réalité, c'est sa recommandation en ce qui concerne l'intégration verticale qui était probablement précoce et insuffisamment réfléchie, mais que par contre, la théorie des coûts de transaction en tant que telle, en tant que domaine qui permet ou en tant que dessin de lecture qui permet de mieux expliquer et décrypter les comportements des grands groupes économiques, eh bien, cette théorie, elle était toujours d'actualité. Alors, ce qui lui a permis déjà de mieux, d'abord de mieux identifier les sources des coûts de transaction. Ces sources, elles sont au nombre de 7. Premièrement, comme vous voyez dans le schéma à gauche, la spécificité des actifs. Plus on a des actifs qui sont particuliers, plus l'une des deux parties des contrats a la possibilité de rendre justement sa prestation incompréhensible, soit au client, soit au fournisseur, etc., ou l'une des parties prenantes. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, la rationalité limitée des acteurs. Nous en avons déjà parlé, et donc il reprend à son compte justement la théorie d'Herbert Simon. Troisièmement, le petit nombre des acteurs. Plus le nombre des acteurs est limité, plus il va être difficile de les remplacer, et donc plus leurs comportements opportunistes pourront passer. Autre élément, l'incertitude et la complexité de l'environnement. Plus l'environnement est difficilement lisible, difficilement compréhensible, comme c'est le cas par exemple de ce qui se remarque quand il s'agit de prestations dans le domaine bancaire ou dans le domaine financier, etc., eh bien, le commun des mortels a plus de difficultés à maîtriser ses rapports avec les compagnies d'assurance et avec les banques, parce qu'il s'agit là d'un environnement extrêmement complexe et que j'allais dire les contrats qui sont signés sont ce qu'on appelle des contrats d'adhésion. Autre élément, l'asymétrie d'information, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'une des parties qui a une information plus importante sur le sujet que l'autre. Puis il y a la fréquence des relations contractuelles. Plus on s'engage dans des relations contractuelles répétitives, moins il y a de chances
de contrats opportunistes. Par contre, quand la relation contractuelle est en un seul coup, par exemple, en une seule fois, hein, par exemple l'acquisition d'un bien immobilier, par exemple, généralement, il se fait en une seule fois et il n'y a pas de répétition par la suite. En tout cas, c'est très rare. Ce qui rend justement en la matière les possibilités donc de coûts de transaction et de comportement opportuniste plus importants. Et donc le risque de malhonnêteté, pour dire les choses comme ça, tel que l'exprime lui-même euh, Williamson, donc les risques de malhonnêteté deviennent plus importants. Et il y a l'opportunisme lui-même qui caractérise les acteurs en général, parce qu'ils seraient d'ailleurs, ils ont une rationalité limitée, mais cette rationalité est là dans le sens qu'elle est orientée vers la satisfaction des besoins individuels ou personnels. Et donc, à partir de là, donc, tous ces éléments-là font que les coûts de transaction existent. Alors, les moyens que les grandes organisations ont trouvés pour réduire ces coûts de transaction, ce n'est plus de choisir soit entre la hiérarchie, c'est-à-dire le recrutement et donc l'intégration verticale hein, au sein de l'entreprise, ou bien le marché, hein, les choses, c'est-à-dire ou bien la relation de client-fournisseur, eh bien, la plupart des entreprises n'ont pas choisi ou cela ou cela. Ils ont choisi d'avoir les deux en même temps. Hein, d'avoir les deux en même temps, ce qui a permis de créer de nouvelles formes de collaboration intégrant à la fois le marché et la relation de subordination. C'est ce qu'on trouve par exemple dans l'exemple de la franchise. Hein, et il donne l'exemple notamment de McDonald's qui a créé par exemple un réseau de franchisés ou de masse franchisés partout dans le monde, qu'elle maîtrise avec un contrat de franchise qu'ils doivent respecter. Donc, ce sont ces prestataires quelque part parce que ils sont dans une relation contractuelle juridiquement d'égal à égal, puisque le franchiseur qui est McDo et le master franchisé, qui est une entreprise qui se trouve dans tel ou tel pays, donc sont liés par un contrat commercial de droit civil et non un contrat d'emploi. Hein, donc un contrat commercial, mais dans ce contrat commercial, le master franchisé doit respecter un certain nombre de règles qu'il doit appliquer sur le plan marketing, sur le plan de la qualité du produit, sur le plan du reporting, sur le plan, etc. Tous ces éléments-là font qu'il se comporte comme s'il était vis-à-vis donc de l'entreprise propriétaire de la franchise hein, qui se trouve aux États-Unis. Il se comporte comme s'il était un salarié. Donc, il doit respecter un certain nombre de normes et de standards qui si jamais elles ne sont pas respectées, eh bien, le contrat de franchise pourrait s'arrêter. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette théorie qui, je le rappelle, est encore une théorie très très importante et notamment sur la question qui est liée à la création des conditions de confiance hein, entre les parties prenantes et notamment entre d'un côté l'entreprise et ses clients, l'entreprise et ses salariés, etc. Et également donc la question aussi du contrôle, comme nous pourrons d'ailleurs le voir d'une manière différente et selon des concepts différents dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie de l'agence.